pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Ça fait exactement 4 ans qu'il crie sur tous les toits qu'un port, ça se ferme pas. Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal au port de Montréal, ça fait mal aux travailleurs et ça fait mal à l'écosystème économique de trouver une solution gagnante pour tout le monde. Je pense que tout gouvernement, quel qu'il soit, doit défendre les droits fondamentaux des minorités, mais encore une fois, dans un contexte où la langue officielle, la seule langue officielle, c'est le français. Les citoyens dans le secteur sont à bout. Les itinérants qui n'ont pas d'autre place où aller sont à bout. On peut pas juste compter les morts puis se dire « Ah, ben coudonc, tu sais, on s'entend pas entre les deux paliers. » Non, il faut trouver une solution tout de suite. Voici Patrick Lagacé. Nous sommes le 11 novembre 2024. C'est évidemment le jour du souvenir. Si vous servez dans les forces, merci pour ce que vous faites. Et si vous avez servi dans les forces armées canadiennes, merci aussi pour ce que vous faites. On va revenir là-dessus avec un souvenir bien personnel tantôt avec notre ami Marc Brière qui va nous parler de son grand-père, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. On commence avec une météo. Aujourd'hui, des nuages, de la pluie toute la journée. Maximum de 14 présentement à Montréal, c'est 7 degrés. Pour l'après-midi, il y a des accords, disons, entre Météo Média et Environnement Canada. Environnement Canada ne voit pas de percée de soleil cet après-midi. Météo Média, oui, à tout événement. Écoutez, prenez pas de risque, sortez le parapluie. Demain, mardi, généralement ensoleillé, c'est froid, maximum de 5 degrés. Mercredi, là, sortez vos tucs parce qu'on va se réveiller sous le point de congélation, moins 3, moins 4 degrés. Du soleil toute la journée, mais froid, maximum de 3 degrés. Un mot sur les garderies en milieu familial. On le sait, les intervenantes des garderies en milieu familial ainsi que des CPE sont depuis des semaines, des mois, dans une négociation avec le gouvernement du Québec pour les conditions de travail. Ça n'avance pas. Il y a un vote de grève qui a été pris pour un peu plus tard ce mois-ci. Les moyens de pression commencent ce matin. On va faire des ouvertures tardives, progressives aujourd'hui et cette semaine pour les garderies en milieu familial. Donc, cette semaine, si vous avez des enfants en milieu familial là, qui se font garder, c'est 30 minutes de retard. À partir de la semaine prochaine, ce sera les garderies en milieu familial et les CPE qui vont ouvrir avec 60 minutes de retard sur l'horaire normal. Donc, peut-être vérifier là aujourd'hui si dans votre garderie, c'est bel et bien une de ces garderies visées par des moyens de pression. Parlant de moyens de pression, il y a un conflit de travail, on le sait, depuis des années au port de Montréal. Même quand il n'y a pas de conflit de travail, ça va pas très, très bien. Et là, il y avait des négociations, il y avait des grèves ponctuelles, des grèves qui visaient certains terminaux au port de Montréal. Bien, hier, le port de Montréal a soumis une dernière offre qui a été rejetée. Résultat, on est en lock-out depuis hier soir. Notre reporter de Cogeco Nouvelles, Annie Guillemette, est sur place. Annie, bonjour. Bonjour, Patrick. Donc, aucune activité ce matin au port de Montréal. J'ai longé le port très, très tôt ce matin, Patrick. Il y a beaucoup de trains qui sont déjà entassés là, dans les secteurs ferroviaires. Du côté des conteneurs, on voit là, que ça s'empile aussi. Depuis, tu l'as dit, là, depuis les dernières semaines, il y avait déjà des moyens de pression. 2 terminaux de conteneurs qui étaient déjà fermés. Et donc, ça a des effets importants. Chaque jour d'arrêt de travail ici dans le port de Montréal, ça a des effets, c'est pas compliqué pour tout le monde. Pour les consommateurs, parce qu'on manque d'éléments là, qui sont importés. Les exportations aussi sont au ralenti ou presque arrêtées. Et il y a aussi tout le secteur manufacturier qui a des impacts d'un arrêt de travail ici en raison, là, par exemple, des pièces ou des éléments là, pour la fabrication des choses qui sont vendues un peu plus tard. Donc, il n'y a rien qui se passe ici ce matin. D'ailleurs, il n'y a pas de piquetage non plus parce qu'il pleut à boire debout dans le port de Montréal. Donc, pour l'instant, pas encore de piquetage du côté des débardeurs. Tu l'as dit, les débardeurs, ce sont des habitués des grèves, des lock-outs, des arrêts de travail, des conflits en tout genre. Il y a eu une dernière offre qui a été rejetée hier à 99,7 %. Résultat, en décrétant le lock-out, l'Association des employeurs maritimes a demandé l'intervention du ministre du Travail au fédéral, bien sûr, Stephen McKinnon. Ça veut dire qu'on attend une loi spéciale, comme c'est souvent le cas.
Patrick, il n'y a pas eu de négociation efficace dans le port de Montréal depuis 2013. Ça a toujours fini en loi spéciale, en lockout, en grève, tout ça. Donc, c'est très, très compliqué ce qui se passe ici. Et on va voir là, ce qui va se passer au cours des prochaines heures. Il y a un médiateur au dossier. Est-ce qu'on va vouloir retourner à la table? Ce sera à suivre. Il y a la présidente du port de Montréal, Julie Gascon, qui va prendre la parole là, au cours de la prochaine heure ou à peu près sur les effets, justement, parce qu'il faut bien le dire, hein, le port de Montréal, c'est pas l'employeur dans ce dossier-là. C'est pas lui qui fait les offres, c'est pas lui qui décrète le lockout, c'est l'Association des employeurs maritimes. Donc, le port de Montréal subit les contre-coups et c'est de ça dont on va parler au cours de l'avant-midi. Merci beaucoup, Annie. On va se reparler un peu plus tard à l'émission. Et la PDG du port de Montréal, là, elle était évoquée par Annie tantôt. Elle s'appelle Julie Gascon. Elle va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Je veux revenir sur l'émission Tout le monde en parle d'hier, tout ce courant masculiniste là, qui a fait l'objet d'un documentaire qui s'intitule Alpha. C'est disponible sur les plateformes de Télé-Québec. On a reçu le journaliste au centre de ce documentaire-là, Simon Coutu. C'est quoi les masculinistes? Bien, c'est un courant qui est assez vaste. Là. Ça se veut, si on veut, une réponse au féminisme, aux féministes. Et le courant, disons, qui retient l'attention depuis quelques années, c'est ce courant très conservateur, rétrograde, qui met en scène des influenceurs qui disent aux gars sur les réseaux sociaux, aux jeunes gars, la voie, là, c'est comme c'était la famille dans le bon vieux temps. C'est-à-dire, le père est le chef de la maison, la mère est la reine du foyer, mais elle reste à la maison. Il faut contrôler ce que sa blonde fait sur les réseaux sociaux. Il faut contrôler ses sorties. Vous voyez le genre, là? Ce genre de discours-là. Et Alpha plongeait dans cet univers-là, qui est inquiétant et qu'on ne peut pas dissocier, disons, d'une vague plus conservatrice qui balaie l'Occident. On le voit avec les résultats aux États-Unis. C'est pas juste que Trump a été élu. Trump a courtisé ces mouvements-là, les a convaincus qu'il était leur homme, et aussi les États-Unis, quand on regarde le vote, s'est déplacé vers la droite. Ça devient plus conservateur. Donc, hier, tout le monde en parle, avait invité deux des influenceurs masculinistes les plus populaires au Québec sur les réseaux sociaux. Et il y a eu une levée de bouclier. Levée de bouclier de beaucoup de femmes qui sont présentes en ligne, qui ont lancé une pétition. La pétition a eu son effet parce qu'on a désinvité des influenceurs. On n'en a gardé qu'un seul. On a ajouté un autre intervenant du documentaire Alpha qui s'appelle Francis Dupuis-Derry. C'est un professeur à l'UQAM pour faire le contrepoids. Au-delà de la controverse, puis je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui disent que tout le monde en parle, n'aurait pas dû inviter ces gens-là. Moi, je considère que c'est du cas par cas. J'ai choisi de ne pas les inviter. Un peu comme pendant la pandémie, je choisissais de ne pas inviter à ce micro-là les conspirationnistes. Pourquoi? Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de grand gain à faire pour l'auditoire à avoir des conversations comme ça. J'aime mieux les analyser, mais je comprends les plateformes, comme tout le monde en parle, qui décident d'en inviter. Après, reculons un peu. Il y a un retour, je le disais, au conservatisme globalement. Et il y a aussi ce constat, je ne suis pas le seul à le dire depuis quelques années, les jeunes hommes vont pas bien. Les jeunes hommes, globalement, vont pas bien. Plus de décrochage, plus de violence, plus de solitude aussi. Le cas classique, là, c'est des mères qui m'écrivent pour me dire, écoutez, j'ai un gars, j'ai une fille, ça se dirige vers la fin de l'adolescence, ce sont de jeunes adultes. Ma fille, c'est vraiment quelqu'un qui performe le sport, les études, la vie sociale, etc., l'inscription à l'université. Son frère, lui, il est dans le sous-sol, il fait pas grand-chose, il se cherche. Et la solitude, ça fait des clientèles captives pour des mouvements qui sont plus extrémistes. Qu'importe ces mouvements extrémistes, que ce soit des masculinistes ou autres, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie quand on est bloqué, quand on est coupé des autres, quand l'essentiel de notre socialisation se fait sur Internet. Et Dieu sait que la socialisation se fait beaucoup sur Internet de nos jours. Donc, écoutez, l'autre phénomène, quand je dis que les gars vont pas bien, on vit dans une époque où les jeunes, en général, ont moins de perspectives financières radieuses que leurs parents. C'est une des premières fois dans l'histoire de l'Occident où la génération actuelle risque d'être financièrement moins à l'aise que
la génération précédente. Dans le contexte aussi où les gars sont de moins en moins diplômés, dans les universités, pour les jobs plus payants, dans les facultés, de plus en plus de filles. Je vous le dis, tout est lié. Les gars vont moins bien. Où je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est quand tu es un peu perdu, déboussolé, que tu es isolé, que tu n'as pas une scène, que tu regardes tes perspectives, tu te dis, ouais, moi, je vais avoir de la misère à me payer un logement, je vais avoir de la misère à m'acheter un condo. Ça se peut que tu sois plus vulnérable à toutes sortes de discours, dont celui des masculinistes, des Andrew Tate de ce monde, qui vont te dire, moi, je l'ai, la recette. Qu'importe c'est quoi la recette. Tu cherches ta voie. Tu cherches une recette. Et il y a des gars qui arrivent, qui ont l'air d'avoir du succès. Les gars se présentent bien, disons ça entre guillemets, sont musclés, sont confiants. Puis ils te disent, c'est ça la recette. A, B, C. Ça commence par des valeurs traditionnelles. Après ça, lève-toi le matin, va t'entraîner. Assure l'avenir financier de ta famille. Voici comment. D'ailleurs, je vends des formations, parce qu'il y a toujours de la vente avec ça. Simon Coutu, qui a fait le documentaire Alpha, nous l'a dit. Il y a toujours un élément de vente. C'est payant pour les influenceurs de toutes sortes, masculinistes ou autres. Moi, je pense aux influencés là-dedans. Et quand je pense à l'invitation, à Tout le monde en parle hier, de cet influenceur, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent, on leur donne une plateforme. Peut-être, on leur donne une plateforme, mais on le présente aux gens qui ont des contacts avec les influencés. Parce que c'est sûr que papa et maman qui ont 50 ans sont peut-être pas en train de regarder des Reels Instagram, de regarder des balados. Mais quand ils vont le voir, cet énergumène-là, bien, peut-être qu'ils vont avoir une discussion un peu plus incarnée avec leurs ados, avec leurs jeunes adultes. Ça, c'est possible aussi. Si on dit qu'on ne les confine toujours au numérique, bien, il y a des gens qui sont en position d'influencer positivement les influençables qui ne le feront pas. Mais je vous le dis, il y a quelque chose qui se passe avec les gars. Il y a quelque chose qui se passe avec les gars. Il y a une perte de sens. Et on dira que c'est toujours le cas. Mais écoutez, les définitions de la masculinité, du genre, de ce que c'est un homme, ça a beaucoup changé ces dernières années, depuis 10 ans. Ça a augmenté vitesse grand V. Les réseaux sociaux ont fait émerger toutes sortes de tendances. Appelez ça woke ou autre, mais il y a des réalités. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent challengés par ça. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas où se positionner. Et je ne dis pas qu'il faut comprendre le discours masculiniste, mais il faut comprendre ce sur quoi ça capitalise. Et ça, je trouve que c'est très évacué de la discussion. Un peu plus tard, l'émission, David Morin, qui est un spécialiste en radicalisation, va être avec nous. Je vais aussi converser là-dessus sur cet épisode de Tout le monde en parle et le phénomène en général des masculinistes avec notre amie Catherine Brisson. Poursuit le tour d'horizon de l'actualité. Il y a un bras de fer entre Québec et Ottawa. Là, vous me direz, un autre bras de fer? Ben oui. Cette fois-ci, ça concerne l'allocation de fonds de millions de dollars pour l'itinérance. L'hiver s'en vient. Les gens du communautaire qui s'occupent des itinérants sont aux abois. On sait qu'il va manquer d'espace dans les refuges. Pourquoi? Il y a de plus en plus de sans-abri. Et là, le gouvernement fédéral veut donner 50 millions de dollars au Québec. 2 conditions. Premièrement, on vous donne 50 millions, mais vous mettez aussi 50 millions. Et Ottawa veut savoir comment le cash va être dépensé. On veut une sorte de ventilation là, assez précise de la façon dont Québec compte utiliser les sommes. Il semble qu'à Québec, on se fasse tirer l'oreille. On n'est pas d'accord. On dit, pas sûr qu'on veut vous dire comment on va dépenser l'argent. On n'est pas content. Et là, ce sont les fonctionnaires là, qui sont en train de négocier. Il semble qu'il y a une sorte d'entente de principe entre les élus et ça gosse, ça accroche dans les négos entre les fonctionnaires. Québec se fait tirer l'oreille, mais je veux juste mettre ça dans un contexte plus global. D'abord, on a appris ces derniers temps que le gouvernement du Québec n'est pas content, on le sait, du programme national d'assurance de soins dentaires du fédéral. On estime que c'est un empiètement dans les compétences du Québec. Et on a envoyé la directive au réseau. J'en ai parlé à ce micro et ça m'avait fâché. On a envoyé la directive pour les gens qui sont en CHSLD, pour les jeunes qui sont à Sainte-Justine. Bref, tous ceux qui sont un peu sous la coupe de l'État québécois. On demande aux gens du réseau de ne pas les aider à avoir des remboursements pour des soins dentaires. Là, on parle des plus poqués, des plus vulnérables, du monde qui ont des trous dans la bouche. J'avais fait un coup de gueule à cette émission-là. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais ils ont renversé la directive.
Mais je voyais ça comme faire une bataille de principes sur le dos du pauvre monde. Dans la même catégorie, ce qu'on appelle le chic resto-pop. Le chic resto-pop, là, c'est dans l'est de Montréal, c'est basé là-bas et ça aide les plus pauvres. Le chic resto-pop donne de la bouffe aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir 3 fois par jour. Ils ont obtenu une subvention de 700 000 $ du fédéral qui a été bloquée par Québec. Encore une fois, là, pour des causes de compétences fédérales provinciales, on veut protéger les juridictions du Québec. Je trouve ça épouvantable. Et là, quand je vois que Québec se fait tirer l'oreille pour les 50 millions du fédéral, honnêtement, là, j'ai envie de dire aux amateurs de chicanes constitutionnelles à Québec, là, choisissez vos batailles, justement. Ça n'a aucun sens que 50 millions de dollars du fédéral ne vont pas arriver ici au Québec pour aider les sans-abri parce qu'il y a des gens à Québec qui ne sont pas contents des quelques conditions qui sont imposées par Ottawa, conditions qui ont été acceptées, by the way, par l'Alberta. Donc, entendez-vous, parce que là, les gens dans la rue commencent à avoir foi. Il y a de plus en plus de monde dans la rue. S'il y a une chose qu'on ne peut pas se permettre dans le cadre de l'itinérance, c'est des chicanes fédérales, provinciales. Il y a Bruno Marchand et Valérie Plante, maire de Québec et mairesse de Montréal, qui vont être ici. Les 2 maires et mairesses ont envoyé une lettre aux journaux vendredi dernier pour dénoncer tout ça. Toujours sur la question de l'itinérance, je veux faire un suivi sur un dossier qu'on a abordé ici à l'émission. Il s'agit du dossier de Grégory Basquiat. M. Basquiat, c'est un résident du Vieux-Montréal et il est venu à notre micro après avoir fait une sortie sur ses réseaux sociaux pour dénoncer le fait que le Vieux-Montréal, c'est en train de devenir la zone. La zone, pourquoi? Bien, il y a plein de sans-abri. Et les sans-abri, souvent, ça marche main dans la main avec des problèmes de santé mentale, de consommation. Donc, il y a plein de petits délits qui se commettent dans le Vieux-Montréal. Des gens qui vont voler dans les boîtes aux lettres, des gens qui volent dans les voitures. Et M. Basquiat était venu à notre micro pour dénoncer ça. Et là, en fin de semaine, il a fait une autre sortie. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit sur Instagram. Je déménage, j'en ai marre. Je me suis fait menacer de mort devant chez moi. C'était la fameuse voleuse de boîtes aux lettres. Aucun policier était venu sur les lieux. Donc, j'ai décidé de me présenter à mon poste de quartier. Elle m'a proposé de déménager. Elle m'a dit, moi, j'habiterai jamais à Montréal. À ta place, je déménagerai de l'autre côté du pont. Puis tu auras la paix là-bas. Quand c'est rendu que la police conseille à ses citoyens de déménager et de fuir la ville de Montréal, on s'entend qu'on a un méchant problème. M. Basquiat a aussi expliqué qu'on n'a pas voulu prendre sa plainte. Il a appelé au 911, puis en allant voir au poste de police pour le suivi, il a réalisé que la plainte qu'il a fait, le signalement qu'il a fait pour cette femme qui volait, qui l'avait menacée, ça s'est même pas rendu aux policiers. Et à un moment donné, dans l'extrait audio là, que vous avez entendu, on entend une femme qui crie. Elle lui dit, avec des gros mots, « Je vais te poignarder ». Pourquoi? Bien, parce qu'il la suit de loin, parce qu'elle est entrée, elle a fait la rue, elle a fait du porte-à-porte. Tout ce qu'elle peut trouver dans les boîtes à lettres, elle ouvre ça, des chèques, des pièces d'identité, bien, elle s'en va avec. C'est une personne qu'on dit vulnérable, mais disons que dans cette interaction-là, la personne qui se sentait vulnérable, c'était pas la personne qui est psychiatrisée. C'est pas la personne qui est en perte de contact avec la réalité, là. C'est M. Basquiat qui se fait menacer de se faire poignarder. Et là-dessus, j'attire votre attention sur une tendance qui est en train vraiment de monter au Canada anglais. Ça n'a pas atteint le Québec encore. Et ce sont les traitements forcés. Les traitements forcés pour des gens qui ont des dépendances et des gens qui ont des dépendances et qui commettent des délits de toutes sortes. Parce qu'on le sait, présentement, si vous commettez des délits, que vous avez des dépendances et que vous avez des problèmes de santé mentale, bien, je vous l'annonce, vous allez retourner dans la rue assez rapidement, qu'importe ce que vous avez fait. Vous pouvez avoir battu quelqu'un, vous pouvez avoir fait des vols à répétition, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dans l'ouest du pays et dans l'ouest du continent, aux États-Unis, on commence à explorer l'idée de peut-être forcer certaines personnes à se faire soigner. Vous avez des textes aujourd'hui dans le Globe and Mail et vous avez des textes aussi sur le site de CBC. Un peu plus tard à l'émission, on va recevoir Patrice Lécuyer qui va venir nous parler de son nouveau one-man show, son premier one-man show en fait, à 64 ans. Vous pouvez m'écrire 98-985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Radio-Canada, sous la plume du journaliste Thomas Gerbet, nous apprenait la semaine dernière
qu'il y a des dizaines de millions de dollars qui doivent servir à lutter contre l'itinérance qui dorment dans les coffres de l'État. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une mésentente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Ottawa veut mettre 50 millions et dit à Québec, on met 50 millions si vous mettez 50 millions de dollars, donc total 100 millions. Condition imposée par Ottawa, dites-nous comment vous allez dépenser l'argent et on veut, semble-t-il, un plan assez détaillé. Pour des raisons assez obscures, le cash n'est pas libéré parce qu'il n'y a pas d'entente. Et la semaine passée, il y a eu une sortie des maires de Montréal, Québec et Gatineau qui ont lancé un appel au gouvernement de François Legault et au gouvernement de Justin Trudeau demandant d'accorder les sommes prévues aux organismes. Bruno Marchand et le maire de Québec, Valérie Plante et la mairesse de Montréal, les deux sont avec nous. Monsieur Marchand, Madame Plante, bonjour. 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 Je commence avec vous, Mme Plante. Expliquez aux gens, là, en termes clairs, là, ce serait combien, à quoi ça servirait? Bien, écoutez, 100 millions, là, donc 50 millions du gouvernement du Québec, 50 millions du fédéral, bien, ça peut faire beaucoup de choses. Là. On le voit à Montréal, les besoins sont énormes. Il y a beaucoup de gens qui dorment sous une bâche dans une tente en ce moment, puis les refuges sont à pleine capacité. Donc, nécessairement, cet argent-là servirait directement aux organismes qui, eux, gèrent les refuges existants, mais qui pourraient aussi mettre de l'avant, rapidement mettre des endroits disponibles avec le froid qui s'en vient, parce qu'on se pose la question, là, où vont aller ces gens-là cet hiver, ceux qui dorment en dessous d'une tente, puis qu'on amène à un refuge, puis que parfois sont refusés. Alors, évidemment, ça se passe à Montréal, parce que la moitié de l'itinérance du Québec se passe à Montréal, mais ça se passe aussi à Québec. Ça se passe également à Gatineau. Donc, de là, l'idée de cette sortie commune, parce que nous, on veut nécessairement que les gens soient en sécurité. Puis là, on craint. La semaine dernière, il y a une personne qui est encore décédée dans la rue à Montréal. Ça pourrait se reproduire, puis c'est ce qu'on veut éviter. OK. Monsieur Marchand, je me tourne vers vous. Là. Dans votre compréhension, puis j'imagine que vous avez fait des appels, là, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que le 100 millions Ottawa, Québec n'est pas débloqué et pas en train de descendre vers les organismes au Québec qui luttent contre l'itinérance? Bien, notre compréhension, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise foi, mais comme à chaque fois dans ces ententes-là, puis vous vous souviendrez, M. Lagacé, lorsqu'on a fait le sommet sur l'itinérance, il y avait des enjeux, notamment avec des argents qui traînaient, et pour lesquels on a dû mettre de la pression, c'est qu'il y a des règles administratives, quand est-ce va se faire l'annonce, qui va être là, ça veut dire quoi, qui met quel argent, de quelle façon c'est décaissé, et tous ces enjeux-là, qui ne sont pas reliés à la mauvaise foi, moi je ne remets pas les gens en question, mais ils font en sorte que ça prend un temps fou, et comme l'a dit Mme Plante, bien, on se retrouve au pied de l'hiver avec des incapacités à s'occuper des gens qui sont dans la rue, avec toutes les conséquences que ça a sur eux, avec toute la conséquence que ça a sur les organismes communautaires qui sont à côté, à la gorge, pris. Les gens sont fatigués devant une crise telle. Les gens qui habitent dans ces quartiers-là, on se retrouve avec de l'argent qui pourrait être disponible et qui ferait grand bien et qui attend par des processus administratifs qui ne sont pas confirmés et pour lesquels, je pense, au final, c'est des vies humaines dont on parle. Je vous pose la question, puis après ça, je me tournerai pour la même question envers à Mme Plante. Monsieur Marchand, 100 millions, on dit ça comme ça, puis on devient un peu noyé sous les chiffres. 100 millions pour la lutte contre l'itinérance au Québec, là, ça permettrait de faire quoi dans l'immédiat? Bien, je vais vous donner un exemple, puis on est loin des dizaines de millions dont on parle. Là. À Québec, il y a 8 organismes regroupés sous un parapluie qui s'appelle Porte-Clés. Ces organismes-là, à travers les dernières années, ont travaillé avec 300 personnes itinérantes. Elles ont obtenu la stabilité résidentielle pour 240 d'entre elles. 240. 80 des gens avec qui ils ont travaillé, ils les ont sortis de l'itinérance. Parfois après une fois, parfois après 2, parfois après 3. Et ils sont dans un logement accompagné et ça fait une différence. Ils ne sont plus dans la rue. Cette unité-là, elle coûte 800 000 $ par année. Alors, oui, il y a une question de logement, mais on en a certains logements. Il y a une question d'accompagnement, ça pourrait servir à ça, mais ça pourrait servir à faire en sorte que nos groupes communautaires investissent une deuxième unité pour travailler avec le double itinérant, pourquoi pas une troisième unité, puis travailler avec 600, 900 itinérants, les gens qu'on voit dans la rue, et faire en sorte d'obtenir la stabilité résidentielle. Est-ce qu'il y a un cadeau plus précieux qu'on peut se faire comme communauté? La réponse est non. Madame Plante, je me tourne vers vous. Là. Concrètement, à Montréal, là, si cet argent-là finissait par descendre, si Québec et Ottawa peuvent s'entendre, ça changerait quoi là, dans les semaines, dans les mois qui vont venir? Bien, 2 choses. La première, il y a comme la solution, dans une stratégie
maintenant d'urgence, c'est-à-dire que les personnes qui sont présentement dans la rue puis qui peinent à se trouver un toit là, au chaud le soir, il faut trouver une solution pour ces gens-là. Après ça, vous l'avez vu, on a fait une annonce en septembre concernant des maisons modulaires. C'est 60 unités, ça va être comme des petits studios, si on veut, pour sortir les gens de la rue. Parce que, vous savez, un refuge, là, c'est pas un mode de vie, là. C'est pas facile, sauf qu'on veut pas que les gens passent l'hiver dehors. Mais ce projet-là qu'on a mis de l'avant, c'est 60 unités. Nous, on le dit à Québec, on peut en faire plus, mais on a besoin des sommes parce qu'il faut trouver le terrain, tout ça, puis ça prend du temps. Je pense que c'est là où, pour moi, je trouve ça frustrant parce que, vous savez, il y a déjà eu des ententes par le passé qui ont fonctionné, là. Je pense à l'entente sur l'habitation, 800 millions Québec, 800 millions du gouvernement fédéral. 1,8 milliard au Québec, c'était bon. Mais là, l'hiver s'en vient. Ça prend du temps à organiser les organismes, mettre des projets comme les maisons modulaires. Nous, on est là, les partenaires privilégiés de la ville pour donner un coup de main, pour aider. Mais ça n'a pas de bon sens que l'argent en ce moment soit pris dans des dédales administratifs ou autres, alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. Tu sais, c'est ça là, qui se passe en ce moment-là. OK, j'ai envie de vous demander aux deux, je regarde la situation de l'itinérance. La santé, les services sociaux, c'est le provincial. Puis évidemment, dans le pays, là, il y a toujours le fédéral qui met des chèques, etc. C'est pas votre job, les villes, de gérer l'itinérance. À moins que je me trompe, là, c'est écrit nulle part que les villes sont obligées de s'occuper de ça. Non, en effet, c'est pas une responsabilité des villes, sauf qu'en maintenant, étant donné qu'il y a des gens sur nos territoires, nous, on peut pas les laisser sans ressources. Mais vous avez raison de nommer aussi la santé et les services sociaux. Parce qu'à Montréal, il y a 30 des itinérants en ce moment qui sont des jeunes de moins de 30 ans avec des problèmes de toxicomanie. Ça, là, en vous puis moi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un continuum de santé pour sortir les jeunes de la rue. Quand ils sont en psychose, quand ils font une overdose, présentement, ils rentrent à l'hôpital. L'hôpital va s'occuper d'eux pour les stabiliser, puis après ça, ils les retournent dans la rue. C'est là qu'il y a un chaînon manquant puis qu'on a besoin de la santé et des services sociaux de façon beaucoup plus importante. Je veux vous entendre là-dessus, M. Marchand, sur le fait que les villes s'impliquent, les villes mettent des sous, parfois embauchent des travailleurs sociaux, mais au bout du compte, c'est pas le travail des municipalités de faire ça. Ben non, pas du tout. Et les villes n'ont pas le choix de le faire. Les gens là, qui souffrent de ça, les personnes itinérantes au premier chef, les organismes communautaires, les citoyens, les commerçants, sont où? Sont pas à l'Assemblée nationale, sont dans nos conseils de ville, sont dans nos conseils de quartier, sont dans nos conseils d'arrondissement. Ils viennent voir les élus, ils viennent voir les conseillères, les conseillers, puis ils disent ça n'a pas d'allure, ce qu'ils vivent. Alors, c'est les villes qui sont prêtes avec ça, parce que les villes, elles sont sur le terrain, elles sont proches des gens, elles sont proches des citoyens. Alors, il n'y a jamais été question pour les villes de dire, ça ne nous appartient pas, on ferme la porte, tant pis. Montréal a mis plus d'argent dans les dernières années qu'elle n'en a jamais mis. Québec, même chose. Gatineau, même chose. Vous avez vu les projets qu'ils ont fait, ce que Mme Marquis-Bissonnette a fait avec ses projets modulaires, entre autres, pour trouver des solutions. Les maires, puis là, on parle de maires de grandes villes, mais on pourrait parler du maire de Thetford, on pourrait parler du maire de Roberval, du maire de Saint-Jérôme. C'est des gens qui sont humains, qui sont dédiés, puis qui veulent faire quelque chose, mais en même temps, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Cette responsabilité-là, elle appartient au gouvernement supérieur. Et parfois, on a l'impression que, parce que c'est nous autres qui est au front avec le problème, ben, il y a un niveau d'engagement qui est plus grand, alors que d'autres nous disent, c'est comme ça, on a fait plus qu'avant. On a fait plus qu'avant. Le gouvernement du Québec a fait plus qu'avant, mais c'est pas à la hauteur de la problématique. Et moi, je souhaite un engagement de tout le gouvernement pour faire une différence. Je termine, M. Marchand, Mme Plante, là, sur l'enjeu du vivre ensemble. On le sait, là, l'itinérance s'est durcie ces dernières années. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui consomment, qui commettent des délits. Et j'ai fait jouer un peu plus tôt à l'émission les commentaires d'un résident du Vieux-Montréal, mais je pense que M. Marchand va se reconnaître aussi là-dedans, va reconnaître une partie de sa ville, qui, lui, est tanné. Il a déjà dénoncé là, la petite criminalité qui est liée à l'explosion de l'itinérance. On l'écoute. Je déménage, j'en ai marre. Je me suis fait menacer de mort devant chez moi. C'était la fameuse voleuse de boîtes aux lettres. Aucun policier était venu sur les lieux. Donc, j'ai décidé de me présenter à mon poste de quartier. Elle m'a proposé de déménager. Elle m'a dit, moi, j'habiterai jamais à Montréal. À ta place, je déménagerai de l'autre côté du pont. Puis tu auras la paix là-bas. Quand c'est rendu que la police conseille à ses citoyens de déménager et de fuir la ville de Montréal, on s'entend qu'on a un méchant problème. Je veux pas faire le débat sur ce que M. Basquiat a vécu ou dit, mais ce qu'il a vécu, il y a beaucoup de gens des quartiers centraux dans les villes qui vivent ça et qui sont tannés. Madame Plante, M. Marchand, je terminerai l'entrevue en vous demandant
de vous adresser à ces gens-là qui commencent à être tannés, malgré leur grand cœur, malgré leur empathie, de tout ce qui vient en termes d'incivilité, de petite criminalité avec l'itinérance? Je vais commencer avec Mme Plante. Bien, écoutez, ce que M. Basquiat vit est inacceptable. Puis je pense, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là, tout le monde a un grand cœur, puis on veut aider les plus vulnérables, mais ça ne veut pas dire d'accepter les insultes, les incivilités, puis la criminalité. Ça va toujours être non. Puis oui, on travaille avec la SPVM, les travailleurs de rue, le reste. Mais pour être honnête, c'est pour ça que pour nous, comme Ville de Montréal, moi, je considère que oui, il faut avoir de l'aide pour dans l'immédiat, mais c'est de trouver un toit à ces gens-là, entre autres. Après ça, tu travailles avec la SPVM, puis tout le continuum de santé, il ne faut pas le négliger parce que ça fait partie aussi, ça vient souvent gangréner l'enjeu de la vulnérabilité. OK, mais vous dites quoi aux gens qui sont tannés, qui ont le ras-le-bol et qui se disent « c'était à refaire, moi, je suis pas sûr que je resterai à Montréal », par exemple? Bien, écoutez, de la même façon que moi, je leur dis, le SPVM, c'est leur travail. Et les discussions qu'on a avec eux, c'est on peut pas accepter que la criminalité fasse partie de la vie des gens. Les gens, on doit avoir leur quiétude et c'est là-dessus qu'on travaille, à s'assurer que les gens sortent de la rue, que ces incivilités-là, ou ces menaces, c'est inacceptable. Donc, on va continuer avec les forces de l'ordre. C'est le travail des policiers et policières d'assurer la sécurité. Puis nous, en ce moment, on va travailler pour sortir les gens de la rue pour qu'il y en ait moins. Monsieur Marchand, un mot sur les gens qui ont un certain ras-le-bol à côtoyer l'itinérance. Je les comprends. J'ai envie de leur dire, je vous comprends. Puis à leur place, je ne serais pas meilleur qu'eux autres. À leur place, j'aurais les mêmes questions. À leur place, moi aussi, je serais écœuré parce que comme maire, puis c'est le cas de Mme Plante, j'en suis certain, comme maire, on est écœuré de ça. On construit des quartiers, on essaie de faire habiter le monde ensemble, puis il arrive des situations comme ça qui nous dépassent, pour lesquelles on n'a pas les ressources. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on ait un engagement du gouvernement du Québec où on va mettre fin à l'itinérance. Ce ne sera pas demain. Ça va prendre 10-15 ans. On va mettre les ressources parce que ces situations-là sont inacceptables. Puis autre chose que j'ai envie de dire, c'est le travail qu'on fait, nous, avec nos policiers aussi, c'est on va en ajouter des policiers. Un itinérant qui commet un crime, ça reste un criminel. C'est pas parce qu'il y a une situation difficile, c'est pas parce qu'il y a une situation complexe qu'il faut le comprendre et dire c'est pas grave ce que tu as fait. Les policiers doivent agir, les policiers doivent arrêter cette criminalité-là. Elle n'est pas plus acceptable parce que quelqu'un est souffrant. Et de l'autre côté, on travaille avec les groupes communautaires pour prévenir, pour intervenir, pour sortir de l'itinérance. Il manque de ressources, mais le problème, c'est que ça existe, les solutions. Je vous ai donné l'exemple souvent de la Finlande. Ils diminuent systématiquement, année après année, leur nombre d'itinérants. Ils ont commencé par l'itinérance visible dans la rue et ça a eu de l'effet. Ça a eu de l'effet sur les citoyens d'un quartier. Qu'est-ce qu'on attend? Monsieur Lagacé, si je peux me permettre, je vais juste faire écho sur ce que Bruno dit. C'est qu'on peut-tu avoir un plan national d'intervention concernant l'itinérance au sens large, là? Parce que là, c'est prouvé que dans les prochaines années, le nombre de personnes itinérantes, maganées, va augmenter parce que c'est souvent interrelié. Il faut pas, ça ne peut pas être juste M. Carman qui travaille là-dessus. Il faut que ça soit vraiment le gouvernement du Québec qui saisisse d'un enjeu qui est le sien. Nous, on est partenaires, on veut trouver des solutions, mais il faut arrêter de mettre des plasters sur une hémorragie, là. Bien dit. Merci beaucoup, M. Marchand et Mme Plante. On va espérer que les fonctionnaires du Québec et du fédéral vont finir par s'entendre pour faire descendre le cash dans la rue. On le sait, là, on en a besoin. Rapidement. Oui, très rapidement. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bonne journée. C'était Bruno Marchand, le maire de Québec, et Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Eh bien, c'est fait. Après des mois de négociations, de médiation, l'Association des employeurs maritimes a décrété un lock-out au port de Montréal. Annie Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, est sur place. Salut, Annie. Bonjour, Patrick. Donc, c'est un autre conflit avec les débardeurs là, qui se rend jusqu'à la fermeture du port de Montréal. Oui, pour résumer, là, Patrick, on n'a pas eu de convention négociée dans le port de Montréal avec les débardeurs depuis 2013. Donc oui, on a l'habitude des grèves, des moyens de pression, des lock-outs comme cette fois-ci, mais surtout des lois spéciales. On sait que dans les derniers mois, il y avait eu des médiateurs qui avaient été nommés. On a tenté des rapprochements. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une offre finale et globale qui a été déposée au cours des derniers jours par l'Association des employeurs maritimes, qui sont dans les faits là, les patrons des débardeurs. Cette offre-là a été rejetée hier à 99,7 %. Résultat des courses, le lock-out a été décrété hier soir. Et les deux grands points en litige sont bien sûr les salaires et les horaires de travail. Donc, concernant les prises de parole, là, ce matin, le syndicat n'a pas encore parlé. Ça va être un petit peu plus tard et l'Association des employeurs maritimes a refusé nos demandes d'entrevue autant hier que ce matin.
Par communiqué seulement, cependant, Patrick, on a demandé du côté des patrons là, l'implication du ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon. Donc, on va voir la suite de tout ça. Annie, tu es sur place là, près du port de Montréal. Est-ce que tu vois de l'activité? Bien, il y a seulement de l'activité pour les services essentiels. Ça, c'est le grain. C'est quelques conteneurs vraiment particuliers, là. Et donc, à peu près tout est figé dans le temps ici. Il y a même des bateaux qui sont à l'ancre dans le fleuve Saint-Laurent avec leur équipage à bord et qui ne peuvent pas être déchargés. Pas de camions non plus qui circulent. Habituellement, il y en a vraiment beaucoup. Tout ce qu'on voit, ce sont des accès fermés et bien sûr du piquetage là, un peu partout sur la rue Notre-Dame. Donc, on va continuer à suivre le conflit. Merci beaucoup, Annie. C'était Annie Guillemette, journaliste de Cogeco Nouvelles. Je me tourne maintenant vers Julie Gascon. Elle est la PDG du Port de Montréal. Madame Gascon, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. On va juste départager les termes. Vous êtes avec le Port de Montréal, mais vous n'êtes pas, si je comprends bien, l'employeur qui a décrété le lockout. Exactement. Moi, je suis la PDG du Port de Montréal, donc j'administre toutes les infrastructures portuaires, mais je ne suis pas l'employeur des débardeurs du Port de Montréal. Et ça, c'est l'Association des employeurs maritimes qui a décrété le lockout. Effectivement. Parfait. Maintenant que ça, c'est expliqué, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce lockout-là? Écoutez, ça fait plus d'1 an que le processus de négociation est en cours. Puis, il n'y a vraiment pas eu de règlement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un port qui est fermé, puis la chaîne logistique, évidemment, de Montréal et du Canada qui est impactée. Je ne peux pas vraiment commenter sur les stratégies de l'un ou de l'autre des deux parties. Ce qui importe là, présentement, c'est que les entreprises qui comptent sur nous, qui comptent sur la stabilité, veulent un retour au travail le plus rapide possible. On n'a pas le contrôle des décisions, là. Madame Gascon, je comprends que vous n'avez pas le contrôle des décisions, mais vous êtes quand même l'administratrice du Port de Montréal. Vous devez avoir un point de vue. Puis les gens qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs qui n'auront peut-être pas le matériel dont ils ont besoin pour leur chaîne de montage. Il y a des gens qui ont des commerces qui ne recevront pas des objets qu'ils doivent vendre, etc. On le sait, là, ça va être majeur comme impact. Est-ce que... C'était quoi l'urgence de décréter un lockout? Il y avait des petites grèves ici et là, mais c'était pas le port au complet qui était paralysé. Là, les employeurs ont décidé de le paralyser au complet. Écoutez, je ne peux pas commenter sur les décisions des deux parties ou les moyens de pression qui existent et qui durent depuis plusieurs jours déjà. Mais effectivement, là, quand vous parlez des impacts, là, juste pour vous mettre en contexte, là, une journée au port de Montréal, c'est 400 millions de marchandises qui bougent sur le port. C'est 268 millions en retombées économiques. Et puis aujourd'hui, évidemment, il y a les 1200 débardeurs qui sont en lockout, mais il y a près de 10 000 travailleurs qui dépendent des activités du port de Montréal qui ne travaillent pas non plus. Alors, on voit là, l'effet domino sur les camionneurs, sur ceux et celles qui ravitaillent les navires, sur les trains qui viennent et puis qui sortent du port de Montréal. L'effet domino sur notre économie, aujourd'hui, bien évidemment, ça impacte la chaîne logistique, mais demain, le conflit va impacter les usines, puis ensuite de ça, bien, ça va être les détaillants. C'est toute l'économie de l'Est du Canada. Qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois qu'il y a eu un conflit de travail? Je pense que c'était en 2021. Comment ça s'est réglé? En 2021, le conflit de travail s'est résolu avec une loi spéciale qui a donné vraiment une trêve pour quelques années jusqu'à ce que la prochaine négociation soit négociée. Là, depuis, je vous dirais, ce temps-là, de 2022 à 2024, j'ai perdu presque 24 des volumes au port de Montréal. Juste pour vous dire, si vous regardez, je ne sais pas moi, au mois de septembre, là, juste si on prend un point dans le temps, j'étais à moins 2 de mes volumes. New York était à plus 18 L'incertitude, est-ce qu'on va être servi ou pas servi au port de Montréal ou dans un port canadien, parce qu'on n'est pas tout seul présentement qui sont en arrêt de travail. Nos ports, nos administrations portuaires dans l'Ouest canadien aussi sont en arrêt de travail. Mais c'est ça qui crée de l'incertitude. Puis les lignes maritimes, elles, ce qu'elles cherchent, c'est de la capacité, d'abord et avant tout. Elles cherchent de la certitude. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont décharger nos navires et nous recharger? Puis est-ce qu'on va avoir un port qui est performant? Alors ça, c'est les 3 musts, si vous voulez, des lignes maritimes. Est-ce que vous demandez une loi spéciale?
c'est pas à moi de décider des mesures qui vont être prises pour retourner ou pas au travail. Réellement, le gouvernement fédéral, avec les médiateurs fédéraux, ils accompagnent les deux parties depuis le début. Alors, c'est vraiment eux qui sont le mieux placés pour décider des mesures qu'il y a à prendre s'il y a lieu. Moi, j'encourage une entente négociée à la table. Quand vous dites que Montréal a perdu 24 de son volume, écoutez, est-ce que c'est... Dans les 2 dernières années. Est-ce que c'est uniquement attribuable à ce que vous appelez de l'incertitude? En grande partie. Je vous dirais que notre réputation est vraiment, vraiment affectée. Mais comment ça se rend à vos oreilles, ça, Madame Gascon? Comment les compagnies de bateaux vous disent « Ouais, écoutez, pas assez sûr qu'on va être bien déchargé à Montréal ». Comment ça se manifeste? Bien, écoutez, nous, on est en contact avec tous nos clients, avec nos lignes maritimes, avec tous les gens qui sont les utilisateurs du port de Montréal. Je rencontre des gens à tous les jours. Quand là, vous avez de la marchandise, là, vous voulez savoir votre marchandise, vous allez pouvoir l'exporter puis l'importer. Est-ce qu'il va falloir que vous payiez plus cher pour être sûr? C'est ça que les gens recherchent. C'est vraiment la certitude. Imaginez là, si vous commandez quelque chose sur Amazon, puis que là, vous allez traquer votre commande, puis là, ça vous dit peut-être que ça va arriver. Tu sais, vous n'allez plus commander chez Amazon. C'est la fiabilité du service qui est importante pour le transit des marchandises. Merci d'avoir été avec nous. Espérons que ça va se régler très rapidement, Mme Gascon. Bonne journée. Moi aussi, bonne journée, M. Lagacé. Julie Gascon, PDG du Port de Montréal. Il y a plusieurs choses qui achoppent, mais le salaire, c'est un des points d'achoppement. L'offre finale de l'Association des employeurs maritimes est de 12 sur 4 ans. Les débardeurs à Montréal veulent l'équivalent de ce qui a été octroyé là, à Vancouver et Halifax, soit 20 sur 4 ans. Parlez maintenant de cette controverse-là, ces masculinistes qui ont été invités et semi-désinvités après, à Tout le monde en parle. C'est-à-dire qu'on avait invité 2 influenceurs masculinistes là, qui pensent que la place de la femme dans la maison et dans la société, ben c'est vraiment une place subordonnée à l'homme. Et devant le tollé, il y a une pétition qui a été lancée sur l'Internet québécois. Bien, on a décidé de désinviter un de ces influenceurs pour inviter un spécialiste des mouvements masculinistes. On va explorer tout ça avec David Morin, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke et co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour Patrick, ça va bien? Oui, j'espère que vous allez bien aussi. Vous et moi, on s'est souvent parlé pendant la pandémie de ces relais de désinformation, de ces influenceurs qui faisaient de l'argent et qui obtenaient justement de l'influence à, disons, parler contre les vaccins, parler contre les mesures sanitaires. Et là, je me demandais s'il y avait un lien entre ce phénomène-là qu'on a beaucoup vu pendant la pandémie et la montée des masculinistes. Alors oui et non, dans le sens où les masculinistes, ça fait quand même déjà plusieurs années que ce mouvement-là est en essor bien avant la pandémie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans l'écosystème qui était opposé aux mesures sanitaires, on a vu des figures importantes ajouter à la question de la contestation des mesures sanitaires de nouveaux thèmes, si vous voulez, comme notamment justement la question du genre, donc notamment la critique beaucoup des minorités sexuelles, de l'égalité homme-femme, la question de l'environnement aussi est souvent très présente, et la question de l'immigration. Et donc c'est vrai que on voit se bâtir quand même de plus en plus, se consolider un écosystème autour de l'ensemble de ces thèmes. Et c'est vrai que les masculinistes dont on parle là sont des personnes qui contestaient beaucoup les mesures sanitaires, qui sont plutôt libertariens et donc anti-gouvernementales. Ouais. Je me souviens des masculinistes qui montaient dans les ponts pour revendiquer, disons, de meilleures lois pour l'accès des pères séparés à leurs enfants, les Father for Justice. Et là, il y a quelque chose comme une coolification de certains masculinistes. Ils sont devenus des influenceurs populaires. Oui, absolument. Donc, un peu le maître à penser derrière tout ce mouvement-là, c'est évidemment Andrew Tate, dont on a parlé un peu hier soir, même si le segment a été un peu compliqué. Donc, Andrew Tate, c'est un ancien combattant de kickboxing qui finalement a fait sa réputation d'abord sur les rings et qui puis progressivement finalement s'est installé sur les réseaux sociaux numériques et a réussi à gagner beaucoup en influence en ayant des discours extrêmement virulents. Donc
son business case à lui, en bon latin, c'était effectivement d'être le plus polarisant possible, ce qui générait beaucoup de clics. Et c'est comme ça qu'il a réussi à être connu. Donc il fait la promotion du succès, de l'argent, de l'entrepreneuriat, du sport, d'une forme de rigueur. Donc tout ça, vous me direz, c'est acceptable dans une certaine mesure, mais de l'autre côté, il a un discours extrêmement misogyne, violent à l'égard des femmes, des minorités, des immigrants. Et d'ailleurs, il a eu des ennuis avec la justice en Europe, puisqu'il a été arrêté pour trafic sexuel, incluant évidemment des mineurs, des femmes mineures, etc. Donc c'est une figure extrêmement polémique, polarisante, mais qui a beaucoup d'influence. Et ici aussi, au Québec, moi je suis le papa d'une jeune fille de 17 ans qui a beaucoup d'amis. J'ai des amis qui ont des jeunes hommes de cet âge-là et qui effectivement connaissent bien Andrew Tate. C'est devenu un enjeu dans les écoles ici aussi au Québec, comme d'ailleurs plusieurs profs le disent assez régulièrement. David Morin, ces deux influenceurs masculinistes québécois étaient dans le documentaire Alpha avec Simon Coutu, le journaliste qu'on a reçu la semaine passée. Il y a eu une levée de bouclier devant leur invitation à Tout le monde en parle. Il y en a un qui a été désinvité. Un s'est présenté. Est-ce que vous avez des bémols à l'idée d'inviter des gens comme ça sur des plateformes grand public, comme Tout le monde en parle? Oui, définitivement. En fait, le problème, c'est pas de parler de ce phénomène-là. C'est évidemment important d'en parler. D'ailleurs, on en parle assez régulièrement. Vous en parlez, vous, assez souvent. Tout le monde en parle. On a déjà évoqué la question avec Léa Carrier, son reportage, etc., il y a quelques mois. Le problème, c'est d'inviter deux personnes qui, finalement, ont une influence extrêmement marginale au-delà de leur écosystème. L'un et l'autre, si vous voulez, en gros, pour vous donner une idée, ils ont 7-8 000 abonnés chacun sur TikTok et Instagram. Donc, c'est quand même pas énorme. Ça ne justifie pas, à mon avis, leur présence sur un plateau, puisque le risque, c'est de leur donner finalement du reach. Et puis, hier soir, c'était très clair. Celui qui est resté là l'a dit. Enfin, en fait, Véronique Cloutier l'a un peu confronté là-dessus en disant que finalement, ce qu'il voulait, c'était gagner des abonnés. Il a confirmé. Il a dit oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis le lancement de la bande-annonce du documentaire, depuis quelques semaines, il y a un des deux podcasts qui a augmenté de près de 10 ou 15% ses abonnés sur TikTok. Donc c'est quand même significatif. Donc en termes d'abonnés, là, ça c'est clairement un enjeu. Le deuxième élément, je pense, c'est qu'on leur donne aussi l'occasion de se victimiser. Et ça, on l'a bien vu hier, limite de se dissocier là pour l'individu qui était là du documentaire et puis d'édulcorer leur discours. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ils arrivent bien préparés. Souvent d'ailleurs, ils ont des relationnistes, etc. Ils ont un discours extrêmement lissé qui fait que finalement on se dit ça reste, on dirait que c'est des bons gars, puis finalement vous allez accéder tranquillement comme ça à leur podcast, vous allez vous abonner, et puis progressivement vous allez voir que le discours est beaucoup plus radical. Et dernier point, c'est aussi qu'on contribue finalement à normaliser un discours radical assez rétrograde dans l'espace public, pas nécessairement auprès de l'auditoire cible des jeunes, etc., mais justement en dehors, et ça on l'a très bien vu puisqu'on est encore dans le post-élection américaine, comment finalement, à force de couvrir des discours extrêmement radicaux, on finit par habituer les gens à ces discours radicaux. Et donc je pense que tout ça fait beaucoup de bruit, et ça enlève la question centrale qui, à mon avis, a été malheureusement... il y avait des bonnes questions hier, mais c'est pas apparu clairement. C'est pourquoi nos jeunes à nous, nos jeunes hommes, finalement, de plus en plus adhèrent à ce type de discours. Et c'est quand même bien documenté. Il y a beaucoup de sondages d'enquête populationnelle dans l'espace occidental qui montrent qu'il y a un décalage croissant entre les jeunes hommes et les jeunes femmes sur la question du féminisme, sur la question de l'égalité homme-femme, etc. Et que donc on a un certain nombre de nos jeunes hommes qui sont des adolescents, qui se posent la question de leur identité personnelle, sexuelle, professionnelle, et qui finalement, avec la porte d'entrée de ce genre de discours qui au départ est plutôt intéressant, en disant il faut être rigoureux, il faut faire du sport, il faut bien manger, etc., progressivement se voit proposer un monde qui est complètement décalé avec ce que souhaitent les femmes, et donc on les radicalise sur cette espèce de question de la soumission, et puis finalement ils vont rencontrer des femmes qui vont être absolument pas du tout sur ce principe-là, et là ça va effectivement créer de la polarisation encore plus, des défis encore plus pour eux, et de la radicalisation. Donc c'est un peu ça, vous voyez, le souci de mon point de vue. Toujours intéressant d'échanger avec vous, David. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bye. C'était David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke, spécialiste en radicalisation. Je me tourne maintenant vers mon amie Catherine Brisson, qui est là parce que, évidemment, ces podcasts s'adressent à des gars, mais ont des impacts sur les femmes.
Quand tu vois, Catherine, quand tu entends ce discours-là, comme ceux de ces masculinistes dans le documentaire Alpha, quelle réflexion tu fais? Bien, en fait, évidemment, comme toute femme, je m'inquiète, mais comme personne aussi, je m'inquiète auprès des jeunes hommes. C'est-à-dire que j'ai regardé le documentaire de Simon Coutu, j'ai regardé l'entrevue hier à Tout le monde en parle, évidemment. Bon, c'est pas nouveau, les influenceurs sur les réseaux sociaux. David Morin l'a mentionné aussi, ça fait longtemps, ces influenceurs masculinistes. Et de faire un documentaire comme ça, je trouve ça hyper important. Mais en 50 minutes, c'est pas long pour parler d'un sujet aussi important. Tu sais, Simon a fait un bon travail, a tenté de comprendre qu'est-ce qui anime les jeunes à adhérer à ce courant-là. Mais il y a tellement de questions à se poser. Et moi, il y en a une que j'ai envie de poser aux jeunes garçons, c'est comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de la vie? Moi, je pense qu'ils vont pas bien. Ben exact. Et c'est exactement la réponse que j'ai aussi. J'ai l'impression que les jeunes garçons ne vont pas bien. Et concrètement, quand on regarde, et David en a parlé un petit peu tantôt, bon, il y a une plus grande difficulté scolaire en ce moment, moins de diplomation au niveau des études supérieures chez les hommes. Selon Statistique Canada aussi, on montre que les jeunes de 15-24, les jeunes hommes rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi. Ils ont plus un haut taux de chômage aussi chez les jeunes garçons. Là, vous allez me dire, oui, mais les hommes vont gagner plus sur le marché du travail que les femmes. C'est vrai. Mais quand tu arrives à un constat comme ça, que tu te sens un peu loser, que tu t'en vas sur les réseaux sociaux, que tu te sens plus vulnérable, là, tu adhères plus facilement à ce type de discours. Et je vais ajouter quelque chose, Catherine, là-dessus, là, puis ça, c'est une statistique américaine, là, puis une analyse américaine. Beaucoup des rencontres de nos jours, ça se passe sur les plateformes, Ouais. OK? Les sites de rencontres, etc. Et il y a des chiffres américains qui sont assez sidérants. C'est-à-dire qu'il y a un petit pourcentage des gars qui reçoivent un immense pourcentage des demandes des filles. Ça laisse des gars de côté. OK? Et ça, semble-t-il que ça crée beaucoup de détresse parce que rencontrer à l'épicerie, rencontrer dans nos réseaux, dans la vie de tous les jours, ça se fait de moins en moins. C'est vrai. Il y a des gars qui se font larguer. Et là, je suis pas en train de dire, Catherine, que les filles doivent quoi que ce soit aux gars. C'est pas Non, ça non. que je te dis. Je te dis que ça crée de la solitude. C'est un constat. Et quand ils sont seuls, ils peuvent devenir plus vulnérables pour des influenceurs de ce type-là. Et c'est un peu le même principe qu'une secte aussi. Quand tu es plus vulnérable, ben, tu peux adhérer Tu cherches une gang. Ben oui, Ah exactement. Des gens qui vont dire, hey, écoute-moi. C'est pas toi le problème. J'ai un programme pour toi. Ouais. Et quand tu vas avoir une belle bitch, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir des beaux muscles, suis mon programme, donne-moi ton argent, puis tu vas voir, ça va bien aller dans la vie. Et souvent, ces jeunes-là vont y croire. Puis il y a un clivage très important aussi depuis plusieurs années, un clivage et un écart idéologique entre les hommes et les femmes aussi, et ça va pas en s'améliorant. Puis il y a l'autre chose aussi, c'est je pense qu'on n'écoute pas assez ces jeunes. On les entend, mais on les écoute pas. Et peut-être qu'en prenant le temps de les écouter davantage, d'être présent pour eux, on pourrait peut-être mieux comprendre aussi ce qu'ils vivent. Et ça commence tôt. Pour moi, c'est la base pour éviter justement qu'on tombe dans des discours radicaux, des discours de gourous aux gros pectoraux aussi. Et évidemment que tout ça m'inquiète pour, évidemment, ce qu'on a bâti dans les dernières années, dans les 50 dernières années au niveau du féministe. C'est-à-dire que je veux pas que les femmes baissent la garde non plus d'un autre côté, parce que faut jamais oublier que les acquis d'aujourd'hui peuvent être nos combats de demain. Ça, c'est la phrase que je dis toujours. Et David Morin disait qu'il fallait pas inviter ce type de personnes ou pas trop leur donner de médiatisation. J'avoue que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, au contraire, parce que j'ai l'impression que si on fait ça, c'est-à-dire qu'on se met la tête dans le sable. Puis je pense que c'est pas la façon de faire non plus. Il faut en parler, il faut discuter, il faut être capable de comprendre. Pas les glorifier, évidemment, mais il faut quand même pas faire semblant que ça n'existe pas. Il faut plutôt agir. Nécessaire point de vue. Merci beaucoup, Catherine, d'être sortie de ta chronique culturelle pour venir nous parler de tout ça. On te retrouve très bientôt. Voici Patrick Lagacé. Petit micro. Dans les derniers mois, dans la dernière année, j'ai parlé à quelques reprises de ce phénomène absolument ahurissant. Il y a un trio de donneurs de sperme, un trio père et deux fils qui sont en mission. Ils sont en mission pour repeupler l'humanité ou je ne sais quoi. Il y a un peu de ferveur religieuse là-dedans, un peu de délire de grandeur, mais toujours est-il que de façon artisanale, c'est-à-dire en marge des cliniques de fertilité légales et reconnues, bien, ces gens-là donnaient de leurs semences pour permettre à des femmes d'avoir des enfants. Évidemment, c'est pas recommandé. On ne recommande pas du tout de faire ça. Et ça avait été au centre d'une enquête journalistique chez Nouveau, notamment un documentaire « Père sans enfant » avec la journaliste Marie-Christine Bergeron et le journaliste Maxime Landry. C'était ahurissant à l'époque quand on était dans le don artisanal. Ce que la presse nous apprend sous la plume de Caroline Touzin aujourd'hui, c'est que
ces hommes-là ont aussi donné de leurs semences dans des cliniques de fertilité. La clinique Procréa, qui est aussi OVO, là, ça a fusionné dans les dernières années, ont reçu les semences de ces gars-là. On avait dit aux parents, écoutez, nous, là, une semence, un don de sperme, ben, on n'en donne pas à plus que 10 familles. On l'avait dit, il y a peu de familles qui vont recevoir ça. Pourquoi? Bien, c'est pour éviter que s'il y a trop de donneurs qui font trop d'enfants, on tombe dans une sorte de risque statistique que l'enfant de fertilité A rencontre 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, l'enfant d'un processus de fertilité B et qui soit, sans le savoir, par exemple, des demi-frères. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on limite là, le nombre d'enfants reliés à un don de sperme. C'est pas ce qui s'est produit. Et au cœur du reportage de Caroline Touzin, Valérie, c'est un nom fictif, est mère d'une fille de 11 ans. Elle vit un véritable cauchemar depuis qu'elle a appris que ces donneurs-là ont aussi donné à la clinique de fertilité OVO Procréa. Valérie est au bout du fil. Valérie, bonjour. Bonjour, Patrick. Mais peut-être commencer par nous raconter là, votre démarche en fertilité dans une clinique tout à fait légitime qui est OVO Procréa. Oui, en fait, moi, ma fille, dans le fond, elle a 11 ans. Donc, en 2012, j'ai commencé le processus en clinique de fertilité parce que j'étais maman solo. Donc, j'étais prête à avoir un enfant toute seule. Donc, j'ai décidé d'aller en clinique de fertilité justement pour éviter que ce genre de situation-là arrive. Je me disais que qu'en allant en clinique, ben tout était clair, tout était bien fait. Oui. Donc, légitime. Vous vous dites, bon, on va dépister les donneurs, on va s'assurer que le sperme ne soit pas donné à trop de familles. Vous recherchiez cette sécurité-là en allant à la clinique. Effectivement, c'est exactement ça. Quand est-ce que vous avez découvert que c'est peut-être pas si sécuritaire que ça? L'année passée, dans le fond, à la fin novembre, quand que le documentaire est sorti, les 3 premiers épisodes, il y a quelqu'un qui m'a contacté d'un groupe Facebook que j'avais été dessus. C'est des mamans, dans le fond, qui avaient eu recours à des donneurs Procréa. Puis, dans le fond, j'avais été dessus ce groupe-là. J'avais marqué mes infos de donneurs, puis on a retracé que les infos de donneurs concordaient, dans le fond, avec le donneur Z. Là. Et Valérie, quand vous êtes allée chez Procréa, qu'est-ce qu'on vous avait donné comme assurance sur le nombre de dons de sperme? Moi, on m'avait dit que c'était 10 familles et que c'était éparpillé un peu partout au Québec. En ayant la réponse que mon donneur était le donneur Z, là, j'ai fait des recherches dans mon contrat. Malheureusement, il n'y avait rien d'indiqué dans le contrat, mais au départ, tu dis, je fais confiance à une clinique, là, tu penses pas à regarder toutes ces petites clauses-là, là. Mais en réalité, c'était juste verbal qu'ils nous l'ont dit, fait qu'aucune preuve écrite. Là. Mais finalement, selon ce que vous avez pu découvrir, Valérie, là, c'est pas 10 dons, c'est pas 10 enfants qui ont été conçus grâce à son sperme, c'est combien? 75, seulement en clinique. Fait que ça change un peu la donne, là. Ça change énormément la donne. Parce que là, juste pour situer les gens, on peut se dire, c'est pas si grave que ça, mais on finit par tomber dans un risque statistique que notre enfant, plus tard adulte, va procréer avec un demi-frère. Là. Effectivement, dans le fond, ma fille, elle n'aura pas le choix plus tard de demander les infos de ses fréquentations pour être sûre de ne pas tomber sur un demi-frère. Ou puis là, en plus, avec les oncles et les tantes, les cousins, cousines, là c'est encore plus gros, là, mais elle n'aura pas le choix, effectivement, de faire ces recherches-là. Là, c'est ahurissant de penser que, d'abord, on vous a caché ça. Ensuite, est-ce qu'on sait si le donneur de sperme, il était en santé, entre guillemets, porteur de maladies génétiques? En fait, moi, quand j'ai su toute cette histoire-là, j'ai posé des questions à la clinique OVO, qui maintenant est, dans le fond, responsable de nos dossiers. Puis, j'ai posé des questions si, justement, le test de la tyrosinémie était passé
parce que Philippe, le père, est porteur de la tyrosinémie. Et puis, la seule réponse qu'on me dit, c'est malheureusement, on ne peut pas tester toutes les maladies et on ne peut pas répondre à quels tests ont été faits. Est-ce que vous pensiez, comme mère qui voulait un enfant, que ces tests-là étaient faits sur la semence utilisée par la clinique Procréa OVO? Ben moi, je pensais justement qu'en allant en clinique, le plus de tests génétiques étaient faits, là, c'est sûr. J'imagine que vous auriez aimé avoir cette information-là avant de procréer. Effectivement. L'autre affaire... Ça aurait changé la donne. Non, je comprends. Moi aussi, je tombe des nues. J'aurais pensé qu'il y aurait un certain encadrement, qu'on ferait plus de tests que ça. Avez-vous l'impression d'avoir été traité comme une simple cliente à qui on fallait juste donner un service là, sans vraiment se soucier de ce qu'il y avait dans la semence? Ben maintenant, je me sens comme si j'étais juste un numéro, que j'étais pas un humain derrière tout ça. Valérie, je sais là, que OVO Procréa se cache, là, on ne veut pas donner d'entrevue, on ne veut pas donner d'explications aux parents. Si vous pouviez avoir un tête-à-tête avec les patrons de la clinique Procréa OVO, vous leur diriez quoi? Ben moi, la seule chose que je demande depuis le début de cette histoire-là, c'est que les familles concernées puissent être au courant qui sont concernées, parce que je trouve ça aberrant que sur 75 familles concernées, on en a 5-6 qui sont au courant. Les autres ne le savent même pas qui sont concernés par ce donneur-là. Pourquoi ils ne sont pas capables de retracer les parents qui ont reçu la semence de ce donneur-là? Ben, en fait, ils sont capables de les retracer, mais c'est par souci de confidentialité du donneur qu'ils ne le font pas. Dernière question. Si vous aviez à conseiller à quelqu'un d'aller en fertilité, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je dirais de s'assurer justement qu'il y ait plus de choses de marquées dans le contrat, d'avoir vraiment des limites établies dans le contrat pour justement, si quelque chose arrive, qu'il puisse avoir un recours quelconque. Parce que là, nous, on se trouve que, vu qu'il n'y a rien d'indiqué, ben, on n'a pas, tu sais, c'est une parole. Fait qu'on n'a pas de recours, là. Est-ce que vous recommanderiez à des gens d'aller chez Procréa OVO? Je sais pas. Je sais pas. Je penserais pas. C'est une histoire hallucinante à lire dans le journal La Presse sous la plume de Caroline Touzin. Vous lui avez donné, Valérie, votre témoignage. Je pense que ça fait œuvre utile. Ça lève le voile sur une situation méconnue. Et je pense qu'il est temps que l'État s'en mêle là, pour limiter comme ça les Starbucks qui décident de répandre leurs semences aux 80. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite des événements. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'était Valérie, non fictif. Elle est mère d'une fille de 11 ans dont le père est Raphaël Normand. Un de ses donneurs de sperme, là, je vous le dis, c'est un trio, un patriarche, 2 de ses fils qui donnent leur semence ou qui ont donné leur semence. Et vous irez lire dans le papier de Caroline, le patriarche, il y a une sorte de délire religieux là-dedans. Lui, il veut repeupler ou je sais pas quoi, là. C'est sa mission divine. Sa mission divine. Et quand on lui dit, c'est peut-être pas une bonne chose de répandre comme ça ta semence aux 80, lui, il fait un lien totalement débile avec les dentistes. Est-ce qu'on dit aux dentistes de ne soigner que 10 dents, puis après ça, c'est terminé? C'est évidemment pas la même chose, mais il y a des endroits dans le monde où c'est interdit de faire trop de dons de sperme comme ça pour des raisons évidentes de risque de se retrouver avec des enfants consanguins. S'il y a trop d'enfants d'un même père dans une société, bien, statistiquement, les risques d'avoir un frère, demi-sœur qui se retrouvent et qui forment un couple sans le savoir, bien, c'est évidemment augmenté. On l'a vu animer, Catherine, des émissions de télé, faire de la radio, participer à des bye-bye. C'est l'homme à tout faire du showbiz québécois. Et il ajoute une autre corde à son arc. Patrice Lécuyer est avec nous. Salut, Patrice. Bonjour. Nouveau one-man show. Oui. À 64 ans? Ouais. C'est une vocation qui vient un peu tard. Très tard, oui. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'ai jamais osé vraiment faire. Mais à tel point, je te dis, là, j'étais un petit peu à l'envers ce matin parce que j'étais en face à la gare centrale. Puis c'est la première fois de ma vie qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir puis il me dit « Monsieur Lécuyer, j'ai acheté des billets pour Noël pour ma femme. Je vais aller le voir. » Et j'ai dit « Écoute, je suis venu
Ça t'a touché. Peux-tu? Ben, écoute, tu commences, tu dis, le monde va-tu venir? Le monde va-tu va-tu avoir un impact? Moi, ça l'a tendu. Hey, ça prend du front que je n'avais pas de dire, écoute, je vais être sur scène, venez me voir. Mais qu'est-ce qui a motivé ça, justement, de dire... J'ai toujours voulu faire ça. J'ai jamais osé le faire. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire de l'animation, à faire de la télévision, Puis ça marchait. Là, j'étais pendant 25 ans, j'ai été 52 semaines par année. Des fois, j'avais 5 émissions de télévision. Je me disais, écoute, à un moment donné, moi, écœurer le monde. Je peux pas aller sur scène. Le monde qui me voit... écoute, j'étais en reprise le midi. Le soir, on peut me voir 10 demi-heures, une émission de variété le jeudi soir, puis une le samedi soir. Le monde, ils vont pas venir me voir la fin de semaine ou le soir en spectacle. Ben, ça se peut pas. Fait que c'est quelque chose qui n'existait pas dans ma tête. C'était comme impensable. Pas donner pas une écœurantite, mais une lécuillette au monde. T'as-tu peur? Bien, j'ai peur. J'ai pas peur parce que maintenant, il y a le rodage qu'on appelle. Ceci dit, mon show, quand je vais commencer à roder, je vais tellement répéter, il va être prêt, c'est sûr. Mais le rodage, ça te permet, puis les gens, c'est quelque chose que je connaissais pas, moi, mais que j'ai vu maintenant avec d'autres artistes. Oui. Le public adore voir le rodage parce que, ça coûte pas cher, puis deux, tu vois le monde travailler, puis quand tu te plantes, tu fais un truc, puis ça marche pas, tu regardes le monde du bon, tu seras pas dans le show. Tout le monde applaudit. Ouais. Où tu vas faire ton rodage? J'en fais. Parce qu'il y a différents endroits. Il y a les petits clubs comme le Bordel, qui est des salles. Qui est très prisé là, des jeunes humoristes. Puis sinon, il y a des salles, le Vieux Clocher à Magog. Ben oui, il y a la salle de Fin de Place à Longueuil que je connais pas, que je vais faire. Il y en a plein. Châteauguay, il y en a des salles, 200, 300, 400 places. Là. Mais tu as fait beaucoup de tournées avec Bernard Fortin. Oui. Merci beaucoup. Ça s'est resté en tête. Oui. De retourner, justement, faire le tour du Québec. C'est tellement drôle parce que quand je parle à du monde de certaines villes du Québec, oui, puis là, je décris, je les ai faites parce que je fais du théâtre avant de faire la tournée avec Bernard. Fait que des tournées, j'en ai fait, je sais pas, une dizaine, une douzaine. Puis dans ce temps, écoute, j'ai vraiment mon âge. Hein? J'ai fait un show de théâtre, Le Malade imaginaire de Molière, 75 shows en tournée, sold out. Ah, oui. Complet. Ben, c'était Michel Forget qui jouait Le Malade imaginaire. C'était la grande vedette à l'époque, mais quand même, c'était du théâtre. Je me souviens dans le temps, tous les shows de musique, tous les shows étaient pleins. Tu faisais de la tournée, c'était plein. C'est une autre époque. Là. Il y avait moins d'offres aussi. J'imagine que tu as peur que ce soit pas plein aussi. Parce que, tu sais, tu fais une émission de télé, Patrice Lécuyer, disons que ça marche pas. Tu le sais pas. En fait, tu le sais, mais tu les vois pas dans la salle vide. Ouais. Là, j'imagine qu'il y a quand même une crainte à savoir, ils vont-tu venir, ça va-tu être vide? Pire que ça. Je pense que il va bien aller. Mais ma crainte, là, c'est que je me dis, ça me touche beaucoup de dire, il y a du monde qui vont payer leur billet, c'est sûr, vont aller au restaurant, c'est leur soirée. Ils viennent voir Patrice Lécuyer. Ce qui me terrorise, là, c'est qu'ils sortent de là en se disant, c'était bon, mais... Pas tant que ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas leur raconter pour pas qu'ils vivent cette déception? Hey, je vais leur raconter. Il m'est arrivé tellement d'affaires, tu sais. Puis c'est tous des trucs qui ont attrait au show business, tu sais. Dan Bigra, il a arrêté de boire à cause de moi. Je me suis retrouvé au 25e anniversaire de Saturday Night Live à New York. J'étais le centre d'attention toute la soirée. Tout le monde le bras. Il y a plein d'affaires qui me sont arrivées que je fais. Pourquoi? 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 Saturday Night Live, écoute, pendant des années, je loue la maison, vous allez comprendre le lien, je loue la maison de Dominique Michel dans les Antilles. Okay. Puis je vais avoir un midi avec l'année du bye-bye avec René Simard, dans un restaurant où il y a une grosse cage avec un perroquet, puis tout le monde essaie de faire parler le perroquet, puis il n'est pas capable, puis moi, je me mets à... Le perroquet, je sais pas pourquoi, il se retourne, il me regarde, il n'y a rien que j'ai pas fait faire. Puis René me dit, Patrice, il y a Steve Martin qui est en arrière, il est assis, il rit. Moi, j'ai 30 ans. Une guidoune, comprends-tu? Il y a rien. Le perroquet devait être fatigué quand je suis parti de là. Fait que je suis parti avec ma pizza. Quand je suis sorti, les gens m'ont applaudi. À la fin de la journée, à cette île-là, il y avait beaucoup de vedettes. C'était le Saint-Tropez américain. Oui. En sortant de la plage, je croise Steve Martin, qui était le grand comédien américain. Grand comédien. Il fait « Oh, the Parrot Guy, le gars du perroquet. » Et pendant 8-10 ans, je le croisais peut-être 15-20 fois par année, parce que j'y allais 2-3 fois. Oui. Et on s'est jamais dit autre chose que « Hi ». Je commence à sortir avec ma blonde. Ça, pour creuser, ça marche en tabarnouche. Ça fait 2 semaines que je suis avec ma blonde. Je suis pas à New York en vacances avec elle. On est dans la chambre d'hôtel, puis c'est le 25e anniversaire de Saturday Night Live. Là, je fais « Oh, j'aimerais ça le regarder. » Mais on s'en va prendre un verre. On s'en va au restaurant Balthazar à New York. Et quand je rentre là,
ce n'est que des vedettes. Et c'est toute la gang de Saturday Night Live qui est là, puis c'est leur party. Et là, ça rentre. Tu sais comment ça marche aux États-Unis? Tu sais, ça parle. Là, il y a une vedette qui rentre. Ça parle moins. Il regarde. Ça commence à parler. Puis là, ils rentrent tous un après l'autre. Ça n'a pas de bon sens. Et Steve Martin arrive, Monsieur Charisme. La salle fille, là, tu sens l'admiration de tout le monde. Il part, il s'en va à sa table. Il y a du monde qui essaie d'y parler. Il ne parle pas à personne. Il arrive face à moi. Il me voit, il fait... Oh! Il fait un pas de recul, il me regarde. Le temps qu'il allume, c'est pas le gars en costume de bain qui pèse 120 livres mouillés. Et il fait Oh! Hi! Puis il met la main sur l'épaule. Il continue, puis la personne à côté de lui lui demande probablement qui je suis. Il dit That guy is so funny. Il dit ça. Puis il continue. Et là, tu as tous les regards. Tu sais comment les Américains marchent au vedette. Ouais. Tous les regards, toutes les stars me regardent. C'est qui ça? L'ancien maire de New York, Ted Koch, qui est à côté. Il finit de manger 10 minutes après, il se lève, il vient me souhaiter une bonne appétit et bonne soirée. Et tout le monde, le bar, écoute, c'était des nobody qui nous servaient, c'était les jeunes. Oui, le maître d'hôtel est venu nous voir. Are you an actor? Êtes-vous un acteur? Oui. Les amis de ma blonde, tu connais Steve Martin? Oui. Oh. J'ai jamais donné l'explication quand même. J'ai fait un hit. Entretien de mystère. Entretien de mystère. Et c'était, tu sais, il m'est tellement arrivé d'affaires. Là, tout le monde me regardait. Ouais. Tout le monde, je voyais, il y avait Willem Dafoe qui était chaud, avec 2 filles magnifiques. Il était complètement chaud. Puis il me regardait, il peut avoir l'air terrifiant. Il me regardait, puis il avait l'air de dire c'est qui, celui? Écoute, c'était une soirée magique. Puis écoute, j'en ai tellement. Mais Patrice, écoute, ça fait 5 minutes qu'on est suspendu à tes lèvres. Je pense que t'es bien parti pour le one-man show. Tu viens d'en vendre une coupe de billets, ça, c'est sûr. Mais tu as toujours été quelqu'un de hyper discret sur ta vie privée, ta famille, tes enfants, sur ce que tu vivais, sur le milieu aussi. Oui. Là, c'est quand même drôle de savoir que tu vas livrer quelques secrets, entre guillemets. Ben alors, j'ai plus rien à perdre. C'est ça qui m'arrive. Avant, des choses que j'osais pas dire. Puis moi, les gens qui font de la télévision avec moi le savent, je raconte. J'ai entendu... T'es un raconteur, là. J'ai un raconteur, puis j'ai entendu des histoires des plus vieux qui m'ont raconté, des histoires de show business qui ont pas de bon sens. Puis quand je compte ça, le monde est ri. Puis la monnaie, quand j'ai dit, je commençais à parler depuis 1 an autour de moi, je pense que je vais faire un show. Là, le monde, tu vas pas compter ça? Oui, tu vas pas oser compter. Bien certain. Patrice, je veux t'entendre sur quelque chose. Ça fait quelques fois que tu dis le mot show business. Puis écoute, j'avais l'âge de conscience, puis t'étais déjà dans le show business. Oh, oui, t'es dans Blanche. Écoute, non, mais vraiment, t'es dans le Kodak depuis très, très longtemps, mais penses-tu que dans 20 ans, 25 ans, il y aura encore un show business québécois avec l'effritement de la télé, avec l'effritement de notre musique, la montée des plateformes, le fractionnement des audiences? Moi, je pense que ce qui nous sauve au Québec, c'est le français. Parce qu'on parle français. Si on n'était pas des Français, on n'aurait plus de culture. Mais on comprend de plus en plus comme l'anglais. Le Canada anglais, oui. Je ne sais pas si c'est dans 20 ans. C'est peut-être dans 15 ans, c'est peut-être dans 25 ans, mais la télévision, puis on a beau dire, oui, au Québec, c'est mondial. À un moment donné, ce modèle-là n'existera pas. Mais ça va être un autre modèle. Je regarde écoute, moi, je suis revenu à la LNI il y a une dizaine d'années. Puis je jouais avec des jeunes qui avaient improvisé à peu près 8 fois plus que moi dans leur vie parce qu'ils ont fait de l'impro. Il y a plein de plateformes sur lesquelles les jeunes vont rejoindre les jeunes. Puis ça va être ça. Je pense qu'il va y avoir une manière différente de rejoindre le public. Ça ne sera pas celle-là, mais ça va être autre chose. La nature a horreur du vide. Il y a pas de... Bon, on a très hâte de te voir sur scène, en rodage, puis l'an prochain à Montréal officiellement, après seulement 32 ans d'absence sur scène. C'est un beau titre aussi. C'est un très beau titre. Quand on me l'a proposé, j'ai tellement ri. Tout le monde a ri autour de la table. On a dit, ça va être ça. On n'en cherche pas d'autre. On va te réinviter à nous en parler quand ce sera rodé et prêt à livrer au public. Patrice Lécuyer, merci. Et je vous dirai pourquoi Dan Bigard était de bord à cause de moi. Oui, écoute, c'est une autre anecdote que tu pourras nous raconter. Merci. Bonne chance avec ça. Merci beaucoup. Merci, chère Catherine.